Oula, il y a plein d'anecdotes qui me viennent en tête sur la guerre de Corée, mais on va éviter de faire des blagues dessus. Durant la guerre de Corée, vous avez le général MacArthur, un mec qui fume une pipe comme ça. Grossièrement, ça se passe comme ça. La Corée du Nord déclare la guerre à la Corée du Sud, ils les tabassent un petit peu, ils les repoussent, ils prennent Séoul. Sauf que du coup, une coalition internationale, dont majoritairement sponsorisée par les États-Unis, arrive et repousse les Coréens du Nord dans leur territoire. Sauf que du coup, après, la Chine, avec 800 000 soldats, arrive et fait « Attendez les gars, on débarque ». Et donc du coup, il les repousse beaucoup plus loin. MacArthur passe un petit coup de téléphone à Eisenhower. « Bonjour général, qu'est-ce que vous voulez ?» Combien de bombes atomiques pour la Corée, s'il vous plaît? Il voulait raser le truc. Sauf que Eisenhower s'est clairement dit ça sent mauvais, même si l'URSS n'est pas impliqué dedans. Bref, j'ai une autre anecdote qui vient en tête. Bah, ça viendra plus tard si on doit combler si le jamais Lego n'est pas prêt, mais. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Il est 8h pile au rendez-vous. D'ailleurs, je vais vous faire un point sur aujourd'hui, ce jeudi 28 décembre 2023. Nous nous situons à Lyon pour ce Francis 5 une nouvelle fois. Aujourd'hui, on a un pic à 12 degrés à 15h. Également, la même température à Paris. La différence qu'à Paris, nous apercevons les rayons du soleil. Ici, Kyochi, des nuages. Sans plus tarder, Valentine, je te prie de venir au pupitre, car c'est toi qui vas prendre les commandes désormais. En effet, on va faire une petite chronique sur la mythologie nordique, mais sans passer par les bases, donc la création des mondes, etc., qu'on retrouve très bien sur Internet. On va plutôt prendre un axe assez spécifique, à savoir les animaux cute dans la mythologie nordique. On va quand même apprendre des vraies choses là-dedans. Je vais vous prendre un petit peu à partie si vous le voulez bien pour commencer. Il y a des débats là-dessus là Il n'y a pas de débat, c'est juste pour introduire un petit peu le sujet, j'ai préparé. Voilà, donc on a 3 dieux et différents animaux. Il s'agirait juste de relier les dieux avec les animaux. Moi je sais qu'il y a une histoire avec Loki et le cheval. Pour moi, Loki, c'est le serpent, hein, c'est quelqu'un de sournois. Après, il y a 3 et 5, donc il peut avoir 2 trucs. Hein. Sachant que du coup, vous vous doutez bien qu'il y en a qui sont liés à plusieurs animaux. Non, mettons le serpent et le cheval sur Loki. La chèvre, moi j'aurais mis quoi Odin. C'est un bouc. Et puis loup et poisson sur Thor. Alors pour Thor, c'est le bouc, et en réalité 2. Pour Odin, c'est le cheval, et Loki prend les 3 derniers. Ah, ok. Il va y avoir beaucoup de choses à dire en général sur Loki. Du coup, on va commencer par Thor et les boucs. Donc, il faut savoir que dans la mythologie nordique, contrairement au film de Marvel où Thor se déplace avec son marteau et sa super cape et il s'envole, Thor, il se balade avec un char tiré par des boucs. Ces boucs ont la particularité, en fait, quand Thor il a un petit creux, il peut les manger. S'il rassemble tous les os avec Mjolnir, il peut les ramener à la vie. Très pratique quand on a une petite fringale. Et donc, il y a une histoire où Thor et Loki se baladent tranquillement et à un moment ils vont faire une escale dans une famille de paysans. Sauf que les paysans ils ont pas assez à manger pour tout le monde, surtout que Thor mange un max. Thor leur propose gentiment de prendre ses boucs à manger, sauf qu'il leur précise que s'ils mangent les boucs c'est uniquement à la condition de ne briser aucun os. Il va y avoir un souci. Évidemment, il y a un souci. Le jeune enfant, Thjalfi, sur conseil de Loki va lui dire franchement, tu veux pas manger la petite moelle là entre les os, c'est super bon. C'est ce qu'il va faire et donc il va briser un os. Let's go. Et donc Thor, un petit peu vénère, du coup, il va faire de Thjalfi et sa sœur ses serviteurs en dédommagement. Super cool, Thor. Ils ont l'air de bien s'aimer, les frérots. Ils sont pas frères. Ils sont pas frères ? Ça, non, ils sont vraiment pas frères. C'est juste que Loki, il vit parmi les dieux, principalement pour foutre la merde, mais de base, il est pas du tout de là-bas. Aucun lien, je suis fils unique. On suit avec Odin, qui a un flow incroyable, et le cheval. Pour le contexte, on se situe quand les dieux ils ont fini de créer Midgard, donc qui est la planète Terre, et le Valhalla, qui est là où vont l'âme des gens morts au combat. Il y a donc un gars, un random bâtisseur, qui arrive et qui dit « Ouais, vous voudriez pas que je vous crée une petite fortification là, parce que vos 2 mondes ils sont sympas, mais histoire de les protéger, qui ferait en 3 saisons. Ce sera à condition qu'en échange vous me donnez le soleil, la lune et Freya en mariage. » Les gars, ils ont pas trop envie. Ils disent ok, mais tu le fais en une seule saison et tout seul. Donc normalement, ils devraient bâtir un truc, mais pas finir, donc pas avoir la main de Freya, entre autres. Ok, j'accepte de le faire en une saison, d'être tout seul, mais par contre, je veux avec moi mon étalon, moi et mon cheval, et c'est ok. Les gars, les dieux, ils sont pas trop chauds. Mais vas-y, Loki les convainc d'accepter. Le problème, sans doute il y en a toujours,
c'est que le gars il est très rapide et il risque d'avoir fini dans les temps et donc d'avoir le soleil, la lune et Freya, ce qui plaît pas vraiment aux dieux. Donc vu que c'était l'idée de Loki d'accepter, c'est à Loki d'arranger tout ça et il se fait un petit peu menacer que s'il arrive pas à faire en sorte que le gars ne finisse pas, ça va mal finir pour lui. Du coup, vu que le bâtisseur il a un étalon, c'est grâce à cet étalon qui va giga vite, Loki va se transformer en superbe jument, il va aller à l'orée de la forêt, sortir son meilleur sex appeal, sa meilleure pose et il va attirer l'étalon dans la forêt. Et l'histoire ne dit pas ce qui se passe, mais le fait est qu'après, il en ressort un cheval à 8 pattes, qui est donc le cheval d'Odin, Sleipnir. Donc le cheval d'Odin Oui. est issu de Loki qui a troll et qui s'est transformé en cheval Oui. et qui est allé bouffer. D'accord. Donc de magnifiques histoires, évidemment. On se rend compte que en fait, le bâtisseur, vu qu'il est énervé, il révèle son vrai visage, c'est un géant. Et les géants, Thor, petit coup de marteau et c'est fini. Pas très très cool les dieux. Encore une histoire où Loki s'en tire de façon discutable. Et ça nous amène avec cette magnifique image. C'est un choix éditorial qui se torse nu. Alors c'est un choix éditorial, sachant que Voilà. on peut remarquer que toute la DA est globalement moche. Ça permet de parler aux gens parce qu'ils connaissent plus cette version de Loki, bon pas torse nu mais cette version des films Marvel. Ouais, ça fait un bon contraste je trouve, donc c'est totalement voulu. Loki, le loup et le serpent. On a parlé des enfants de Loki, donc avec le cheval, mais il faut savoir que c'est pas les principaux enfants de Loki. Loki avec, donc pas un cheval mais la géante Angerboda, il a eu 3 fils les plus connus. Donc le premier qui est Jormungand, le serpent monde, plus connu du coup dans la pop culture via sa représentation dans God of War où il est très très stylé. Également Fenrir, le loup, le loup également géant, et qu'on a pu apercevoir en coup de vent dans Thor 3, Thor Ragnarok, et une troisième fille qui est elle, qui est également présente dans les films Marvel de cette façon, sous les traits de Cate Blanchett, et qui dans les films Marvel n'est pas la fille de Loki, mais sa sœur à Thor également. Et donc quand on sait ça, c'est très bizarre. Sans spoiler, parce que c'est vraiment le début du film, je sais pas si tu l'as vu. J'en ai rien à foutre. D'accord, d'accord, y a pas de souci. C'est les petites libertés que prennent Marvel, pas du tout. Leur sœur, et pas du tout aussi sexy que Cate Blanchett, puisque elle est décrite comme à moitié normale, va-t-on dire, et à moitié morte / décomposée. Elle qui est donc la déesse des enfers, donc elle s'occupe des gens qui sont canés mais de mort nulle. Une maladie, la peste, tomber sur un Lego, c'est elle. Tous les enfants de Loki, vu qu'ils sont dangereux, ce qu'on peut comprendre, ils sont un petit peu bannis aux 4 coins du monde. Donc Jormungand qui fait le tour de Midgard à la planète Terre, qui est donc littéralement le serpent qui se mord à la queue. Fenrir qui, comme il est très dangereux, il va être muselé avec un fil de soie. Et donc elle, comme j'ai dit, qui s'occupe des enfers et qui a pu faire la connaissance du dieu Balder, dont on va parler, qui va faire la transition avec Loki et donc un saumon. Si vous voulez une précision sur le poisson. C'est RP le saumon dans les pays scandinaves. Oui, c'est le bon thème. Balder, c'est le dieu le plus aimé de tous. Balder, il est beau, il sent bon, il brille, littéralement. Tout le monde l'aime. Sa maman n'est autre que Frigg, la déesse de la fertilité, qui a le don de prophétie et de clairvoyance. Et que va-t-elle voir Frigg ? Elle va voir que son fils aimé de tous, Balder, il va canner. Donc vu qu'elle a pas trop envie qu'il canne, elle va faire promettre à toutes les choses, tous les gens, l'herbe, les cailloux, le feu, la terre, Marie-Antoinette et le dauphin Flipper, de ne pas tuer Balder. Sauf Oggy, parce que le Guy il est trop mime, c'est innocent, donc ça sert à rien de lui faire jurer de ne pas toucher à Balder. Vu que Balder il est quasi invincible, maintenant tout le monde s'amuse à lui jeter des choses. C'est clairement du harcèlement scolaire, mais la douleur en moins. Sauf le frère de Balder, Odr, puisque il est aveugle, le pauvre, il peut pas jeter des trucs sur son frère et lui faire mal. Dommage ça. Ah, quel dommage, il ne peut pas le bully. Grand prince Loki toujours. Il va lui donner un arc, une flèche, viser un petit peu et dire vas-y, tu peux tirer sur ton frère et t'amuser comme tout le monde. Il canne, puisqu'en fait la pointe de l'arc qu'a donné Loki c'était du Guy. Balder est canné grâce à Loki comme d'habitude. Encore une bonne action finalement. Encore une bonne action toujours. Frigg, pas trop contente que son enfant y canne, qui a pas trop envie qu'il reste mort ad vitam. Elle va envoyer un messager pour négocier, tenter une petite négo pour ramener Balder dans le monde des vivants. Grand prince Calais va accepter à condition
que toutes les choses, donc tous les gens, l'herbe, les cailloux, le feu et la terre pleurent la mort de Balder. Sympa comme deal sur le papier. Toutes les choses, effectivement, pleurent la mort de Balder, sauf une personne, une géante, qui est en réalité... Je vous laisse deviner qui est en réalité cette géante. Hein, C'est Loki. C'est Loki qui troll. C'est Loki qui troll, totalement. La mort de Balder, qui est le gars le plus aimé de tous, c'est un petit peu la goutte de trop. Tout le monde veut la peau de Loki. Ouais, mais il l'a cherché, quoi. On peut Il a chercher, transformé on le peut dire. harcèlement scolaire en meurtre. Enfin, C'est vrai Imagine, que ce serait ça dans la réalité. Hein. alors une anecdote. il va aller dans la montagne, s'isoler pour ne pas être retrouvé par tout le monde. Il va passer ses journées transformé en poisson. Sauf que le problème, c'est que les dieux, ils vont le retrouver. Et les dieux vont l'emmener dans une petite grotte très sympathique au fin fond de nulle part. Ils vont emmener également avec Loki Narfi et Vali, qui sont encore des enfants à lui. Vali, ils vont le transformer en loup, qui va bouffer son frère. Comment ils vont attacher, voyons, Loki à des rochers? Ils vont utiliser les boyaux de son fils. De la suite dans les idées, comme tu disais. Mhm. Et donc, comme vous avez pu le voir, il y a un petit serpent au-dessus qui crache son venin. Un venin corrosif, donc fait un peu mal. J'ai mal. Et il va douiller jusqu'au Ragnarok, la fin du monde dans la mythologie nordique, où c'est le moment où tous les enfants de Loki qu'on a mis de côté, et inclus Loki, vont se venger de tout le monde. Tout le monde va se battre et tout le monde va canner dans la bataille. On va passer une bonne soirée magnifique. Et donc voilà, c'était 3 petites histoires sur la mythologie nordique via les animaux mignons. Pas si mignons que ça au final. J'espère que vous avez adoré. En Merci. vrai, je me faisais la réflexion, par exemple, tu vois, des serpents géants, là, Jormungandr, Ouais. ça fait clairement penser à Quetzalcoatl chez les Aztèques. Et- Et je crois bien que c'est lui qui fait le lien, vu que chez les Aztèques, du coup, il faut du sang pour alimenter le soleil. Et c'est lui qui fait le Ah oui, transport, c'est SNCF, transport ferroviaire jusqu'au D'accord. Une autre histoire super sympa. Oh Je là. te laisse Je prends te les battre commandes. avec l'ordinateur. Alors, j'ai mes sources. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce que c'est potentiellement le cosmisme? Ah, le cosmisme, oui, j'ai dit cosmologie. Cosmisme. Ouais, ouais. Bah, ça En fait anglais. penser fatalement à l'espace, mais Oui, bah alors, le lien est évident. C'est une vision de comment est-ce qu'on construit son mythe spatial, si l'on peut dire, pour quelles raisons on s'y amène. Chez les Américains, on a plutôt tendance à appeler ça le transhumanisme, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut faire évoluer l'humain pour améliorer son futur et sa condition de vie actuelle. Et bien la version russe de ça, c'est ce qu'on appelle le cosmisme. Alors pour ça, on va remonter un petit peu, parce que ça a des origines bien plus littéraires et religieuses par rapport au transhumanisme. Ça remonte par exemple à des auteurs comme Dostoïevski. Dostoïevski, vous avez peut-être lu quelques bouquins, auteur Là, prolifique du mouvement réaliste. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Frères Karamazov. Et ce qui nous intéresse dans Les Frères Karamazov, c'est que on va commencer à mélanger religion et spiritualisme. Spiritualisme, c'est-à-dire c'est aller un petit peu plus loin que sa foi et se dire qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce que je peux retrouver l'âme de quelqu'un, etc. Mon grand-père qui est mort il y a 6 mois, est-ce que je peux lui passer un petit phone call là sur la table de spiritisme Ouija. Et ce qui est intéressant avec Dostoïevski, c'est qu'il n'est pas tout seul. Quand il en parlait, il en faisait la promotion parce que les frères Karamazov, même pour l'époque, c'est un hit. Alors un hit réservé à ceux qui savent lire, c'est-à-dire Ouais. dans la société russe Mhm. des années 1880, pas grand monde finalement, hein, une société qui possède encore le servage. Il en parle et il parle par exemple de Soloviev. C'est quelqu'un qui est un peu comme un théologien et qui s'accorde avec Dostoïevski à dire quelque chose. Dostoïevski nous dit Soloviev et moi croyons en tout cas à une résurrection réelle, littérale, personnelle et au fait qu'elle se fera sur la terre. On en vient à un sujet très important qui touche n'importe qui, c'est que quand quelqu'un qu'on aime meurt, on a envie qu'il revienne. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire le deuil, il y en a qui disent que ce serait bien que ça arrive, tout étant que va naître cette idée-là qu'il faut trouver un moyen, un pont, une passerelle entre le monde des morts et le monde des vivants pour faire revenir ceux qui nous sont chers. On va en venir à la citation qui va structurer un petit peu tout mon propos, c'est-à-dire la résurrection de nos ancêtres ne dépend que de nous. Mais pour l'instant, on n'est que dans le religieux. Et c'est là qu'on va faire entrer Nikolai Fyodorov. On l'appelait un petit peu le Socrate russe, pourquoi ? Parce que Fyodorov, il a une vie austère, il évoque des concepts basiques de philosophie, mais qui n'ont pas encore été explorés dans la société russe, et surtout, il dort sur une malle. J'ai mal. Mais ce qu'il théorise, c'est intéressant, c'est ce qu'on va appeler le pont entre la science et la religion. C'est-à-dire que la science ne doit pas être une connaissance des causes premières, sans celle des causes dernières. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un début, une fin, grossièrement. On en revient un petit peu à l'idée que de toute manière, tout le monde se réincarne. Les idées de Fyodorov, bien qu'elles commencent à mélanger quelque chose de plus rationnel, on reste beaucoup dans le spiritualisme et ça plaît pas du tout aux soviétiques.
Cependant, même si Fyodorov meurt au début du XXe siècle, des gens vont récupérer ces idées et vont tout à fait les intégrer à ce que l'Union soviétique cherche à répandre, c'est-à-dire la création d'un homme nouveau. On va arriver vers Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. Lui, c'est un peu un savant fou. Alors, il en a un peu moins la tête que Soloviev. Tsiolkovsky, il est connu pour être un petit peu un savant fou, surtout parce que c'est le premier à faire des fusées. Il n'y a pas de fusée du tout à son époque, etc. Tsiolkovsky, il carbure et il prévoit déjà d'envoyer des gens dans l'espace. Et en fait, Tsiolkovsky, il fait pas ça juste parce qu'il a envie d'envoyer des gens dans l'espace. Il a lu Dostoïevski, comme beaucoup de Russes finalement qui ont accès à la lecture, et il est au courant des travaux de Fyodorov, et il est au courant que l'avenir de l'homme, c'est dans l'espace. Il considère que le berceau de l'homme, c'est la Terre, et aucun homme n'a vocation à rester dans son berceau. C'est-à-dire que pour lui, il faut peupler le cosmos. Tsiolkovsky, il va mourir en 1935. Il n'aura pas le temps de voir l'exploration spatiale. Mais quand on lui demande, sous l'Union soviétique, quand est-ce qu'on pourra envoyer des gens dans l'espace, il dit le prochain Komsomol. Le Komsomol, en gros, c'est un peu les scouts soviétiques. D'accord. Donc la prochaine génération de scouts, pour lui, pouvait aller dans l'espace. Si on fait le calcul rapidement, au moment où il parle des années 20, dans les années 50, ça devait arriver. Il s'est raté à 10 ans près. Mais clairement, belle perf. Propre quand même. Belle perf. Vient celui qui va finalement théoriser complètement ce qu'on appelle le cosmisme, Vladimir Vernadsky. C'est un chimiste. Lui, il va théoriser les théories des sphères. En gros, pour Vernadsky, il y a la lithosphère, c'est-à-dire la croûte terrestre, la biosphère, la sphère de la vie, l'atmosphère, l'air ambiant, la technosphère, la sphère des activités humaines, ce que l'humain produit, donc il y a un caractère social à cette théorie. Ok. La prise en compte de l'impact humain, théorie qui pour l'écologie d'aujourd'hui est important. Et enfin la noosphère, c'est-à-dire la sphère de la pensée. Pour lui, les morts ne sont pas complètement morts, et il y a moyen qu'en passant dans le cosmos, on puisse récupérer les êtres qui sont morts, rattacher leur âme à leur corps. Et rattacher l'âme à un corps, ça sous-entend le conserver. Et là, on va arriver à un petit truc. C'est que vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il y a sur la place rouge ? C'est un tombeau réfrigéré. Oula il y a Lénine. Mais oui, depuis Oh, 1924 Blatipa, lui. Il est momifié, encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Alors, à l'époque, clairement, il est momifié dans l'idée qu'on pourra le ressusciter un jour. Mhm. Aujourd'hui, c'est un symbole de nationalisme. Mais au-delà de ça, là où de base l'idée n'était que du spiritualisme, et était une idéologie à part, très rattachée à leur religion, avec un petit peu de science, grâce à Fyodorov. Le régime communiste, du fait de ses élites intellectuelles, même si elle tendait à les éliminer parce qu'à bas la bourgeoisie, va complètement s'en imprégner et va faire évoluer son système. On arrive à ce qu'on appelle le Soviet New Age. Après la Seconde Guerre mondiale, la foi finalement, entre guillemets, dans le système marxiste-léniniste, il s'est un peu pété la gueule. Ok, on a gagné les gars, mais il faut reconstruire le pays. On est content du système, mais on n'y croit plus trop. Genre, on est là par défaut. Des choses où on va se dire, il nous faut un nouveau but. Et le programme spatial est là pour ça. On ne fait pas ça simplement parce qu'il faut aller dans l'espace, il faut aller faire la course aux Américains. Il faut faire parce qu'il y a un intérêt géostratégique. Envoyer le premier satellite dans l'espace, Sputnik 1, 5 ans avant les Américains. Pouvoir prendre des photos de l'autre au-dessus de chez lui, c'est littéralement genre je peux t'espionner, pas toi. Bref, et ce Soviet New Age, il cherche à construire un homme nouveau soviétique. Le cosmisme va servir à ça. C'est comme ça qu'on va beaucoup idéaliser le fait que le premier homme dans l'espace, Monsieur Gagarin, on va en faire des tonnes d'affiches. C'est pour ça qu'au tout début, on a ça. Ah, c'est lui. 1961, oui. Gagarin, il tient les étoiles dans ses mains. Le cosmos est un ensemble déjà établi. L'homme a tout à y conquérir, mais les étoiles sont déjà occupées. Pour lui, chaque étoile a déjà un dirigeant. Et tout ça, l'humain doit aller en contact avec ça. Tout étant que ce Soviet New Age va apporter une nouvelle part, une nouvelle réalisation, beaucoup plus froide, beaucoup plus teintée de réalisme, qui va durer jusqu'à la chute de l'Union soviétique. On va se rendre compte petit à petit que l'espace est vide. Et que surtout, pour atteindre les morts, comment on fait ? Il y a des scientifiques qui vont être payés par l'État soviétique pour aller chercher ça. C'est Kovalsky. C'est que ce monsieur-là, il était chargé de littéralement voir comment est-ce qu'on pouvait faire survivre l'humain. Il est en partie responsable de certains programmes qui vont permettre la cryogénisation que l'on connaît aujourd'hui. D'abord pour de l'alimentaire et ensuite pour les êtres humains. Ensuite, on va faire une petite partie let's go. architecture. Alors, moi je vais vous filer un petit livre. Cosmic Communist Construction Photographed. C'est des bâtiments qui ont été construits sous l'idéologie cosmiste. Par exemple, je vais vous proposer de commencer page 132. L'Académie des sciences de Moscou. Je pense que vous reconnaissez, on est sur quelque chose qui identifie très clairement le Soviet New Age. On dirait la tour de la terreur.
Oui. Ah, une petite. Il y a petite vibe. vraiment cette idée que on peut jouer ce qu'on veut avec le fait de l'électricité ça fait peur, le haut qui est très cuivré, etc. Oui. Avec Nikola Tesla, je fais charger des charges électriques juste pour faire des arcs électriques et impressionner les gens. Pas que dans le milieu universitaire qu'on a ce genre de choses, on a le musée Lénine de Tachkent. Là, on peut retrouver à peu près les mêmes symboles que sur le Taj Mahal, Ah. qui est un monument multiculturel, Que multi-religieux. nous avons Donc eu il n'y a pas l'occasion que... de oui, voilà. construire en Lego l'an dernier sur Francis édition 4. Là-dessus, on est sur une architecture aussi cosmique et surtout, on est en plein milieu des plaines de l'Asie. C'est-à-dire que ça ne touche pas que la Russie, qu'on va dire cosmopolite. Là, on est vraiment au centre du plateau de l'Asie centrale. Alors, je vais pouvoir revenir sur mon diapo en vous disant que le bâtiment que nous avions à la base, il s'agit du sanatorium de Druzhla en Ukraine, parce que bien évidemment, le cosmisme n'a pas influencé que les sports et le côté universitaire. Il s'est mélangé à ce qu'on appelle le brutalisme. Le brutalisme, c'est ce qui a créé les Khrouchtchevka, qui ramène un petit peu aussi l'ambiance qu'on appelle doomer sur Internet. Oui, mais également en France. Hein. Oui, mais Dans les nous c'est un banlieues. peu pas pour les mêmes raisons, on n'a pas la même influence. Nous, c'est parce qu'il a fallu reconstruire après la guerre. La statue de la vie. On se retrouve avec deux idéologies qui s'affrontent, le cosmisme et le transhumanisme. Le transhumanisme, on peut dire que c'est la Californie, c'est la Silicon Valley. Ouais. C'est là où on développe de nouvelles technologies. Et de l'autre côté, le cosmisme, on pourrait croire qu'il est totalement effacé, mais non. Encore aujourd'hui, par exemple, on a Vladimir Poutine qui va lancer des fonds de recherche, même en pleine guerre de l'Ukraine, pour aller faire développer des nouvelles nanoparticules qu'on serait capable d'injecter dans le sang pour te réparer le poumon. Le transhumanisme est une idée beaucoup plus débridée qui marque de la société américaine où on laisse développer dans un coin, et c'est beaucoup plus libéral, là où le cosmisme est empreint de l'idéologie étatique, autocratique du marxisme-léninisme. Ouais. Et c'est pour ça que c'est encore un emblème national. C'est pour ça qu'on n'a toujours pas déboulonné Lénine de la place rouge, tout simplement. Parce que c'est un symbole national. On n'a plus du tout l'idée de le faire revivre. Par contre, c'est un symbole. Et encore aujourd'hui, le programme spatial russe survit en... Merci bien pour cette chronique. Et Je vais prendre un peu le relais. On va laisser l'antenne pour les Lego, la traditionnelle. On reste un peu dans le domaine de l'espace puisqu'ils vont monter le Razor Crest qui est un vaisseau de la licence Star Wars. Voilà, donc on va leur laisser l'antenne. On se retrouve après une courte page de pub et de bande d'annonce. On se retrouve tout de suite. Au revoir.